Bonsoir, docteur Dickès. Donc, nous faisons cette deuxième partie de votre bouquin sur la fin de l'espèce humaine. Donc, on a déjà abordé la première partie qui traitait surtout de la génétique, de tout ce dont on pouvait... et de la biologie, oui. Oui, de toute la biologie. On va parler maintenant plutôt de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors peut-être que ça va plus parler aux spectateurs parce qu'ils s'en rendent compte, ils ont leur iPhone, ils ont leur petite chose sous la main, donc ils se rendent compte de des progrès entre guillemets qui se font. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de savoir pourquoi Google s'intéresse-t-il tant, Google qui est une firme immense, pourquoi s'intéresse-t-il tant à l'intelligence artificielle? Oui, alors, bon, la dernière fois, nous avons donc parlé de la vie synthétique, des mutants qui sont c'est la transformation des chaînes d'ADN, et c'est une partie dans laquelle Google a investi beaucoup, mais l'essentiel du financement du transhumanisme, notamment de la fameuse université Singularity University, c'est payé entre autres par Google, et il a investi énormément, nous l'avons évoqué, dans la robotique. Mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est le cerveau humain. C'est ça, quand on est maître du cerveau humain, on est maître de l'homme. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. D'où Stephen Hawking, qui est le plus grand savant de notre époque. Tout le monde le connaît, c'est lui qui a découvert les trous noirs dans l'espace. D'ailleurs, c'est très compliqué ces histoires-là, j'ai jamais rien compris. Bon. Donc Stephen Hawking, c'est un génie. Hein. Il est paralysé de tout le corps parce qu'il a une maladie sclérose latérale amyotrophique, et il a mis au point un appareillage qui lui permet de parler sans corde vocale, et un petit peu par la pensée. C'est un homme d'une intelligence extraordinaire, et il nous met en garde en nous disant: je pense que le jour où l'intelligence artificielle dépassera l'homme, la race humaine disparaîtra. Par parenthèse, il utilise le terme de race qui n'existe pas. Que Hollande nous a fait disparaître du dictionnaire, oui. Parce que les races n'existent pas. Oui. Bon. Donc on se demande s'il y a des gens qui... Oui. Les races n'existent pas. Bon. Alors il utilise le race. La race humaine peut disparaître. Alors on va étudier pourquoi, si vous voulez bien. Il y a aussi là un certain nombre de pistes assez extraordinaires les unes les autres. Nous avions évoqué dans l'intelligence artificielle ces électrocardiogrammes qui étaient capables d'analyser, voilà. Oui. Bon, mais la question, c'est que ces électrocardiogrammes, on pourrait très bien les mettre les greffer dans la tête des gens. Là, on va voir si c'est possible. Oui. Ben oui, parce que quand dans la tête d'un cardiologue, par exemple. Parce que Spielberg, quand il est allé chercher des trucages pour son film qui s'intitule le dernier, là, le monde des dinosaures, il est tombé sur des ingénieurs à Silicon Valley qui lui ont dit: on va greffer Google dans la tête des gens. Oui. Il a dit: non, mais ces gens-là, ils déménagent complètement. Et il faut savoir qu'on a fait des progrès dans la connaissance du cerveau qui sont fantastiques. Le cerveau, depuis un certain temps, grâce à l'imagerie médicale, le cerveau est connu et numérisé progressivement. On a découvert, on connaît
les centres, et on en découvre tous les jours, les centres d'aptitude à la médecine, d'aptitude aux mathématiques, c'est pas la bosse des maths, mais pas loin, le sens de l'orientation dans l'espace, tout ça, on sait où c'est. Oui. Bien sûr, on a repéré l'endroit d'où viennent un certain nombre de maladies. Oui. On sait cela. Bon. Donc on a fait une cartographie du cerveau, une carte, en disant à tel endroit il y a ça, il y a tel endroit ça, et tous les jours on affine cette carte en disant ben là, on a, ça c'était connu déjà depuis 3 ans, le sens que l'homme a inné dans une croyance en Dieu. Dans une croyance en Dieu. Donc, un sens de la vie spirituelle. Oui. C'est inné chez nous, c'est comme ça. C'est dû à une partie de notre cerveau. C'est où? Ça se situe où? Ça se situe dans le lobe temporal. Bon. Et, bon, alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que on utilise maintenant cette connaissance du cerveau qui est donnée par l'imagerie médicale pour soigner un certain nombre de maladies. Oui, comme la croyance en Dieu, par exemple. Comme la croyance en Dieu, vous l'avez très bien dit. Quand j'ai sorti ça, j'ai encore tous les articles du quotidien du médecin qui parlent de ça. Effectivement, on est capable d'inactiver le sens de la croyance en Dieu. Bon. Et on en parlait à propos de l'immigration, de manière à lever les réticences qu'il y avait chez les hommes face à l'immigration. Vous voyez l'idée. Bon. En attendant, ça sert déjà largement pour soigner un certain... Alors, pour faire ça, c'est pas très compliqué, ça se fait par électromagnétisme. C'est simplement une bande comme ça, et pendant une demi-heure, il y a un travail qui est ciblé sur ce centre en électromagnétisme, en stimulant... Des électrochocs électromagnétiques. C'est ça, mais c'est pas douloureux du tout, hein, c'est pas... c'est tout à fait gentil, et c'est très utile pour soigner un certain nombre de maladies comme la dépression nerveuse, par exemple, hein, revigorer les gens qui ont la maladie de Parkinson, et ça va très loin parce que les troubles obsessionnels compulsifs, vous savez, celui qui ne peut pas s'empêcher de chercher ses clés dans sa poche, par exemple. Bon, ça s'appelle les TOC, et même ça va très loin parce qu'on l'utilise actuellement, vous voyez bien, pour les gens qui se plaignent d'un sentiment de tristesse. Vous voyez? Ah oui, oui, donc on commence à toucher... Déjà avec ça, et c'est pas compliqué à faire. Oui. Mais il y a beaucoup mieux. Il se présente que à Marseille, on a réussi à faire des microprocesseurs qui sont 10 fois plus minces, épais qu'un cheveu. Vous voyez, un truc microscopique quasiment. Bon. Et ces microprocesseurs, on s'en sert pour soigner un certain nombre de maladies, comme la maladie de Parkinson, par exemple. On les insère. La maladie de Parkinson, c'est dû à une zone du cerveau qui fonctionne mal, qui a besoin d'être stimulée. Donc, en insérant un microprocesseur, qui lui-même est stimulé par un ordinateur, eh bien, on stimule le microprocesseur par l'extérieur, et par cela, mais les résultats sont sensationnels. Vous voyez, en l'occurrence, on a le cas d'une jeune fille, une jeune femme qui a une maladie précoce de Parkinson, complètement écroulée comme ça, et au moment où on stimule le truc, la voilà qui se relève et qui se remet à marcher normalement. C'est sensationnel. La maladie de Huntington, c'est les gens qui peuvent pas s'empêcher de bouger comme ça, c'est des mouvements involontaires, effroyables comme maladie, imaginez que vous soyez comme ça. Bon. Eh bien, on inactive
dans le centre, c'est le contraire du Parkinson. Alors vous imaginez ce truc sanguinolent là pour aller mettre ça là, oh là là. Mais pas du tout. Ça se fait par les fosses nasales en faisant en passant une aiguille pas plus grosse qu'une aiguille d'infirmière ordinaire pour faire une sous-cutanée, et par l'imagerie radiologique, eh bien on repère l'endroit où on veut aller et on dépose ces stimulateurs à l'endroit que l'on veut. Eh bien, actuellement, il y a 40 000 personnes en France qui ont ça. 40 000 personnes qui sont soignées comme ça. Alors, il y a des indications bien précises. Oui. Oh, d'accord. Donc, il est facile actuellement de contrôler la pensée des gens par des dispositifs de genre. Oui. Et il s'est développé à la suite des guerres américaines. Beaucoup de soldats avaient perdu des membres, oui. Et on leur mettait des prothèses, si vous voulez, et on leur mettait des prothèses, et ces prothèses étaient commandées par leur cerveau. Il y a un certain entraînement à faire. Oui. En France, il y a un Portugais qui s'appelait, je ne sais plus très bien, qui a bénéficié, ça a été le premier Français à bénéficier de ça, oui. Pour trois doigts de la main qui a été passé dans une moissonneuse-batteuse ou je ne sais plus quoi. Bon. Donc, actuellement se développe la commande par la pensée. D'accord. Bon. Et ça va tellement loin que maintenant, il est possible de lire les pensées des gens. Oui. Et même de les faire passer par un portique où on lira leurs pensées. C'est formidable, hein, ça, c'est extraordinaire. Oui. Donc, c'est une prise en charge du cerveau, et il y a une perspective. C'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. Oui. Qui est le cheval un des chevaux de bataille des transhumanistes. Oui. C'est qu'on va augmenter l'intelligence des gens. Alors, on peut se dire, mais comme vous le soulignez, si on fait vivre les gens très longtemps, parce qu'actuellement l'espérance de vie pour nous, c'est 3 mois en plus chaque année. Oui. Donc, dans 20 ans, la Terre va être peuplée. Oui, bah oui, ça va être une immense maison de retraite. Ah oui. Bon. Attali sera pas content. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? On va les euthanasier, alors qu'on travaille pour qu'ils vivent plus longtemps. Oui. Enfin, oui. Or, la perspective des transhumanistes, c'est l'immortalité. Oui. L'immortalité. Pas pour tous. C'est-à-dire que les gens, pour ceux qui auront beaucoup d'argent, l'immortalité, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Oui. Et comme il y a de plus en plus de gens sur la Terre, qu'allons-nous faire? Eh bien, l'idée est tout simplement de numériser le cerveau des gens, de les numériser sous forme informatique, sous forme d'un ordinateur, et puis ça leur assurera une forme d'éternité. Bon, il y a d'autres pistes, comme par exemple, je voyais ça, c'était avant-hier, dans le Figaro, ils expliquaient qu'il y a un groupe qui s'appelle Human, H-U-M-A-I, qui actuellement étudie la possibilité de congeler les cerveaux, oui, et de les faire renaître dans 20 ans ou dans 30 ans. Oui. Bon. Il y a un gars qui s'appelle Ewers qui a trouvé un moyen de garder les cerveaux dans la cire, une espèce d'aggloméré plastifié, et il dit qu'il va se faire euthanasier
on va d'abord numériser complètement son cerveau ou garder son cerveau intégralement et il revivra dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors, il y a un côté un peu babacool dans toutes ces histoires-là. Il y a une partie d'entraînement, mais vous comprenez, l'immortalité, ça sert à quoi? Oui, c'est la question, oui. Bon, si on va vous dire, mon cher, vous allez vivre quelques années de plus, bon, d'accord, bon. Mais ça a des applications qui sont très simples. La secrétaire auquel on aura mis un petit ordinateur dans la tête et qui sera capable de parler 30 langues ou 40 langues, et puis l'autre qui n'aura pas le petit appareil greffé dans la tête et ne n'aura pas de travail. Donc, l'homme augmenté semble être la voie obligatoire vers laquelle on doit passer, parce que nos soldats maintenant, avec leurs jambes articulées, commencées par la pensée, ça a beaucoup d'avantages, parce que ils peuvent marcher, porter des chars. Il y a une dénommée Aimée Mullins qui, paraît-il, fait partie du groupe des plus belles femmes au monde, des 30 femmes les plus belles au monde. Elle n'a pas de jambes, elle a les jambes qui sont des jambes articulées et qui sont commandées par la pensée. Alors le fin du fin aussi, c'est le cerveau artificiel. Il y a un dénommé Hartmann qui pense que on doit pouvoir synthétiser des cerveaux, c'est-à-dire faire un cerveau informatique gigantesque. C'est-à-dire un cerveau qui vraiment fonctionnerait comme le cerveau de l'homme. Alors ça, c'est une affaire qui est très très compliquée, qui inclut, ce projet inclut 22 pays de l'Union européenne. C'est à Genève. Ça s'appelle Human Brain Project, c'est un projet sur le cerveau humain. Il y en a un autre qui s'appelle Blue Brain, et les Américains qui, pour une fois, se sont dit on est en retard, font Brain, B-R-A-N, ça veut dire cerveau tout simplement. Bon, voilà. Leur but, c'est de faire un cerveau informatisé. Vous voyez. Alors, maintenant, se pose une question, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Imaginez que vous ayez là un cerveau informatisé. Comme on miniaturise les microprocesseurs, il va être grand comme ça, le cerveau miniaturisé. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la difficulté. Quand on pense, le capitaine Crochet, il avait une prothèse qui était un crochet. D'accord. Bon. Maintenant, on a les mains articulées qui sont commandées par le cerveau. On est content. Bon. Mais, je veux dire, quand on veut améliorer, on continue d'améliorer. Donc, notre Human Brain Project aboutira à un cerveau normal dont on va développer les capacités. Et ça sera peut-être le futur maître du monde, parce qu'il sera devenu plus intelligent que tout le monde. Ce cerveau sera devenu Et le monde, on peut imaginer que le monde soit dirigé par ce cerveau artificiel mis au point par l'Human Brain Project. Alors actuellement, les savants qui sont impliqués dans ce projet sont en révolte parce que ils disent où est-ce que ça nous mène ce truc-là. Actuellement, ils sont très très réticents. Je veux dire que ce qui est présenté comme inévitable par les transhumanismes ne l'est certainement pas. Bon, même si Google a une puissance absolument colossale, elles ne le sont pas. Alors ça, c'est un problème réel qu'il faut suivre de très près parce que ça a des incidences sur tout l'avenir du monde à l'avenir. Parce que il y a eu des films de science-fiction là-dessus avec une super intelligence qui dirigeait tout le monde entier. Et c'est Matrix, par exemple. Pour prendre un exemple. Bon. Grâce au ciel, on aura maîtrisé la procréation. Avant ça, on aura maîtrisé la procréation. Donc, on sera maître
du nombre d'humanoïdes ou d'humains. Tout à fait, voilà. tout à fait. Que... C'est pour ça que je parle de disparition de l'espèce humaine, parce que l'homme ne sera plus comme il est, ça sera devenu une autre espèce, ça sera devenu un Terminator, si vous voulez, un homme à moitié robot, ou à moitié robot et à moitié homme. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, conjointement, se développent aussi les recherches sur les cellules nerveuses, et il y a un Allemand de Francfort qui s'appelle Knoblicht qui a mis au point un petit cerveau humain avec des cellules souches. Il a fait un petit cerveau humain, on le retrouve. Bon, il a encore besoin d'un peu de perfectionnement. Alors, quel va être le statut de ce cerveau? Est-ce que il faut le baptiser quand on le détruit? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il a le droit de vote? On peut se poser des questions sur ce cerveau artificiel. À quoi cela va servir? Alors, dans un certain sens, on peut se réjouir que l'on fasse maintenant des neurones artificiels, des neurones, je veux dire, de la viande, hein, et pour l'implanter, par exemple, dans la maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça. Mais ça mène où tout cela? Ça mène en réalité vers une modification profonde de l'espèce humaine, et on arrive, je parlais de Terminator, on arrive maintenant au monde des robots maintenant. Alors, le robot Pepper, qui est un robot qui a été mis au point par les Français, il s'appelle Poivre. Il a été vendu au Japon. Le premier jour, ils en ont vendu 3000. Alors il y en a d'autres, il y a Nao, etc. Il y a toute une série de robots, et ces robots sont de plus en plus sophistiqués. Alors la question est de savoir si, là aussi, c'est comme notre cerveau qui est développé avec des neurones, quel statut, jusqu'où ira-t-on? Parce que le robot, potentiellement parlant, peut être plus intelligent que l'homme et plus fort que l'homme. Et plus travailleur surtout. Et plus travailleur, et en plus, il n'y a pas de sécurité sociale à payer pour lui, il n'y a pas de caisse de retraite à payer pour lui, il est infatigable, il peut travailler jour et nuit, etc. Or, ce monde des robots va arriver rapidement. Ce qui va entraîner des bouleversements terribles sur le marché du travail. Alors maintenant, allez parler de ça aux politiques, ils pensent pour l'instant à leur réélection, est-ce que le monde des robots, il s'en fiche carrément. Mais c'est quelque chose qui va poser des problèmes graves, comme les canuts de Lyon, quand on a amené la machine à tisser, tous les gars qui tissaient à la main sont retrouvés au chômage et ils sont révoltés. Est-ce qu'on ne risque pas des troubles de cette nature-là, parce que on va remplacer progressivement les hommes par des robots qui seront de plus en plus intelligents et de plus en plus efficaces. Alors maintenant, on pose inévitablement la question, mais est-ce qu'ils vont avoir une âme? Saint Thomas avait prévu parler d'une âme, c'est un principe d'animation, une âme végétale, une âme animale et une âme humaine. Voilà, elles sont différentes de nature, mais il n'avait pas prévu des robots avec une âme. Bon. Ceci dit, un robot restera toujours un robot, c'est-à-dire qu'il sera ce que l'on en aura fait. Et il est évident que les hommes devront trouver des aménagements avec ces robots, des limites à ne pas dépasser et ne pas faire comme dans Odyssée 2001, qui est un film qui a maintenant 20 ans ou 30 ans, et où HAL, le robot,
qui dirige l'ensemble de la navette spatiale et qui dérègle tout et qui tue les cosmonautes. Voilà. Donc c'est un avertissement qui est donné par ce film. Jusqu'où pourra-t-on aller dans ce domaine-là? Alors ce que prétendent les transhumanistes, c'est cela, c'est que l'homme atteindra l'immortalité quand on aura greffé, qu'on aura numérisé leur cerveau et qu'on l'aura mis dans un robot. À ce moment-là, il deviendra éternel. Voilà. Alors, la conclusion que je pourrais donner, c'est que moi je suis très sceptique. Je pense que, comme Nick Bostrom, c'est un Suédois qui est à la tête de la recherche de futérologie à l'université d'Oxford. Oui. Donc c'est une très grosse pointure, et il dit que l'homme a une chance sur 2 de disparaître parce qu'il aura créé une intelligence ou un microbe qui le détruira. Bon, il le pense, lui-même est transhumaniste, et il pense ça. Quand on voit ce qui se passe à Boston, où vous avez des étudiants qui manipulent l'ADN et qui font des microbes, etc., comme nous, on fait notre travail tous les jours, on peut s'inquiéter pour l'avenir, effectivement, de l'espèce humaine, et ce sont des perspectives qu'il va falloir encadrer, faute de quoi, effectivement, nous risquons la disparition de l'espèce humaine.